Un garçon noir interrompit un juge au tribunal, et ses paroles laissèrent ce dernier perplexe. Tous les regards dans la salle d'audience se croisèrent, le silence était palpable, mais la tension dans l'air était insupportable. Tous les yeux étaient rivés sur un garçon noir de seulement 12 ans qui, avec un courage inattendu, interrompit le juge en plein milieu de l'audience. Il prononça 2 mots qui firent pâlir l'homme le plus imposant de la salle, comme s'il avait vu un fantôme. Mais qui était ce garçon? Pourquoi ces paroles avaient-elles eu un tel impact? Qu'avait-il enduré pour en arriver là? Ce qui semblait être un public ordinaire cachait une sombre vérité. L'histoire de Mathieu, un garçon ayant survécu aux abus et à la négligence de ses parents adoptifs, mettait en lumière les aspects les plus sombres de la vie familiale. Derrière les murs d'un foyer apparemment paisible, se cachaient des cris étouffés, de la violence déguisée en discipline et une douleur qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer. Avant de plonger dans cette histoire émouvante et révélatrice, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager votre opinion dans les commentaires. Votre interaction pourrait faire la différence dans la lutte contre l'injustice. Mathieu était un garçon discret qui évitait rarement de croiser le regard des autres. À l'école, ses professeurs remarquèrent qu'il semblait toujours fatigué et distrait, mais c'était son enseignante, Carla, avec sa sensibilité aiguë, qui remarqua les signes que les autres ignoraient. Des vêtements trop amples pour cacher des marques, un regard fuyant lorsqu'on lui demandait des nouvelles de sa maison, et des excuses répétées pour justifier des blessures mineures. Mathieu vivait avec Rogerio et ses parents adoptifs. Pour le voisinage, il formait le couple parfait, toujours souriant et participant aux événements de la communauté. Mais la réalité était tout autre. À la maison, Rogerio était autoritaire, avec des accès de colère qui faisaient trembler Mathieu de peur. Patricia, bien que moins agressive physiquement, utilisait des mots aussi tranchants que des couteaux, sapant progressivement l'estime de soi du garçon. « Tu devrais être reconnaissant », disait-elle en poussant une assiette de nourriture simple vers Mathieu. « Si nous n'étions pas là, tu serais à la rue. » Rogerio, quant à lui, contrôlait tous les aspects de la vie de Mathieu. Il prétendait faire de lui un vrai homme, mais tout ce qu'il faisait, c'était imposer la peur. Lorsque Mathieu commettait de petites erreurs, comme oublier de faire la vaisselle, Rogerio se faisait un devoir de le réprimander pour que personne n'en voie les conséquences. C'est au cours d'une matinée ordinaire que l'enseignante Carla décida d'agir. Lors d'une activité de groupe, Mathieu se laissa distraire et sa chemise remonta légèrement. Carla aperçut une tache violacée dans son dos qu'il s'empressa de dissimuler. Elle ne dit rien sur le moment, mais convoqua le garçon pour une discussion après le cours. « Mathéus, tu vas bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais pleine d'inquiétude. Le garçon secoua la tête en essayant de sourire. « Oui, professeur, je vais bien. » Mais Carla savait que ce n'était pas le cas. C'était la même réponse qu'elle avait déjà entendue d'autres enfants confrontés à des situations difficiles. Elle décida d'enquêter. Elle parla à d'autres enseignants qui mentionnèrent le comportement renfermé de Mathieu et s'adressa à l'assistante sociale de l'école. Pendant ce temps, chez Rogerio et Patricia, la situation devenait de plus en plus tendue. Patricia commença à remarquer que Mathieu était plus silencieux que d'habitude, comme s'il préparait quelque chose. « Tu ne trouves pas qu'il agit bizarrement ?» dit-elle à Rogerio pendant le dîner. « Ce n'est qu'un garçon », répondit Rogerio d'un ton dédaigneux. Malgré cela, il commença à devenir plus attentif et à surveiller Mathieu de près. À l'école, Carla encouragea Mathieu à parler de ce qui se passait. Au début, il nia, affirmant que tout allait bien, mais au fil du temps, il commença à se confier à elle et à lui raconter des bribes de son histoire. « Ils ne m'aiment pas », déclara Mathieu un jour en jouant avec un crayon dans les mains. « Ils ne font semblant que lorsqu'il y a des gens autour d'eux. » Carla savait qu'elle devait agir rapidement. Elle commença à consigner tout ce que Mathieu disait et les signes qu'elle observait. Elle chercha du soutien à l'école et alerta les autorités. Pendant ce temps, Rogerio et Patricia commençaient à se douter que quelque chose n'allait pas. Un jour, Rogerio trouva Mathieu en train d'écrire quelque chose dans un cahier et lui arracha le papier des mains. Il s'agissait d'une rédaction scolaire dans laquelle Mathieu décrivait un monstre invisible qui contrôlait sa vie. Rogerio était furieux, mais Patricia le persuada de rester calme. « Si nous agissons maintenant, nous allons éveiller les soupçons, dit-elle. Laissons-le penser qu'il contrôle la situation. » Ils étaient loin de se douter que Mathieu avait déjà décidé de se battre. Inspiré par les paroles de Carla, il commença à enregistrer tout ce qui se passait chez lui. Il enregistra des conversations, prit des photos des marques sur son corps et cacha le tout dans un endroit sûr. Carla, de son côté, rassembla tout ce matériel et le remit aux autorités. C'est ainsi que l'affaire fut portée devant le tribunal où la vérité allait enfin être révélée. Ce matin-là, la salle d'audience était pleine à craquer, chaque siège étant occupé par des spectateurs, des avocats, des travailleurs sociaux et même des journalistes.
L'histoire de Mathieu, le garçon qui avait osé tenir tête à ses parents adoptifs abusifs, attira l'attention de toute la ville. Mais même si tout le monde avait les yeux rivés sur lui, Mathieu sentait son estomac se retourner alors qu'il attendait sur le banc à côté de son professeur Carla et de l'avocat chargé de le représenter. De l'autre côté de la salle, Rogerio et Patricia étaient impeccablement habillés. Ils souriaient aux jurés, saluant des connaissances dans l'assistance et échangeant des chuchotements complices. Quiconque croyait qu'ils étaient les parents adoptifs parfaits, mais Mathieu connaissait la vérité et c'était le moment de tout révéler. Le juge entra dans la salle, imposant un silence immédiat. C'était un homme d'âge moyen, au regard sérieux et à la posture rigide. Il rappela l'affaire à l'ordre. L'avocat de Rogerio et Patricia fut le premier à prendre la parole. Monsieur le juge, mes clients, Rogerio et Patricia, sont des exemples de bonté et de générosité. Ils ont ouvert leurs portes et leur cœur à un garçon qui avait besoin d'un foyer. Mais malheureusement, ce garçon, traumatisé par un passé difficile, a commencé à inventer des histoires pour saboter la seule famille qu'il avait accueillie. Les paroles de l'avocat semblaient répétitives, et chaque phrase était comme un coup de poignard dans le cœur de Mathieu. Il regarda Carla qui lui serra la main en lui murmurant « Reste fort, la vérité est de notre côté ». Rogerio fut le premier à se présenter à la barre. Il regarda le juge en face avec l'expression de quelqu'un qui s'apprête à raconter une histoire émouvante. Adopter Mathieu a été un acte d'amour, commença-t-il, la voix douce et pleine de fausses émotions. Dès le départ, nous savions que ce ne serait pas facile. Il venait d'un foyer compliqué et avait besoin de beaucoup de soutien. Nous avons tout fait pour lui, des séances de thérapie, des cours particuliers, mais il n'a jamais réussi à nous faire confiance. Lorsque Patricia fut appelée à témoigner, elle utilisa les mêmes tactiques. Elle finit par pleurer et affirma qu'elle aimait Mathieu comme un fils, mais qu'il était difficile et que tout ce qu'il voulait, c'était l'aider à surmonter son passé. De l'autre côté de la salle d'audience, Mathieu avait le cœur lourd. Leurs paroles étaient si convaincantes qu'il commença à douter que les gens le croient. Mais lorsque l'avocat de Carla se leva, le vent commença à tourner. « Votre honneur », dit fermement l'avocat de Mathieu, « ce que nous allons voir aujourd'hui est une autre histoire, une histoire d'abus, de manipulation et de négligence. Nous présenterons des preuves qui démasqueront la véritable nature de ce couple. » Le moment décisif était venu lorsque Mathieu fut appelé à la barre des témoins. Il s'y rendit lentement, ses jambes semblant aussi lourdes que du plomb. Il s'assit, regarda autour de lui et vit les visages sérieux du jury, l'expression froide de Rogerio et le regard encourageant de Carla. « Que voulez-vous dire à la cour ?» demanda calmement l'avocat. Mathieu respira profondément. « Ce sont des menteurs, dit-il, la voix tremblante. Ils prétendent être des gens bien, mais à la maison, ils me traitent comme de la merde. » Un murmure s'éleva dans l'assistance. Le juge leva la main pour demander le silence. « Continue, Mathieu », encouragea l'avocat avec précaution. Mathieu commença à raconter son histoire. Il parla des cris, des punitions, des mots cruels qui le faisaient se sentir plus petit. Il évoqua le jour où Rogerio l'avait poussé contre le mur parce qu'il n'avait pas bien nettoyé la maison. Puis, les mains tremblantes, il montra à la cour les enregistrements qu'il avait réalisés. La salle devint silencieuse lorsque les voix de Rogerio et de Patricia envahirent l'espace. La voix de Rogerio résonna sur l'enregistrement. « Tu crois que quelqu'un va te croire, petit noir ? Tu n'es qu'un poids mort. De plus, sans l'argent que nous avons reçu, tu ne serais même pas là. » Les preuves firent l'effet d'une bombe. Tous les enregistrements, toutes les photos des marques d'agression sur Mathieu, tous les documents financiers montrant l'utilisation abusive des allocations reçues pour s'occuper de lui furent affichés. Le masque parfait de Rogerio et Patricia commença à se fissurer, mais le moment le plus important restait à venir. Patricia semblait pétrifiée, comme si toutes ses paroles répétées s'étaient évaporées dans l'air. Rogerio, quant à lui, était rouge de rage, son masque de tranquillité complètement détruit. Il se pencha en avant sur sa chaise, lançant un regard menaçant à Mathieu, mais celui-ci garda la tête haute. Il savait qu'à cet instant, il devait être plus fort que jamais. « Votre honneur, je voudrais le témoin suivant à la barre », annonça l'avocat de Mathieu. Tous les regards se tournèrent vers Carla, qui se leva calmement d'un pas ferme. Elle se dirigea vers la barre des témoins. Dès qu'elle s'assit, l'avocat commença à lui poser des questions. « Madame Carla, en tant qu'enseignante de Mathieu, qu'est-ce qui vous a amené à penser qu'il vivait dans un environnement abusif ?» Carla ajusta ses lunettes et respira profondément avant de répondre. « J'observe mes élèves tous les jours, votre honneur. » Dans le cas de Mathieu, il était évident que quelque chose n'allait pas. Il semblait toujours fatigué, avait du mal à se concentrer et arrivait souvent à l'école avec des notes qu'il ne pouvait pas expliquer. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était sa réaction lorsque nous parlions de la famille.
Il était toujours tendu et évitait le sujet. L'avocat a demandé « Et vous avez décidé d'agir ?» Oui, j'ai essayé de gagner sa confiance. Je lui ai demandé comment il allait à la maison, mais il semblait trop effrayé pour parler. Puis un jour, il a fini par me dire ce qui se passait. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller voir le conseil scolaire pour lui faire part de mes inquiétudes. Et pendant ce temps, avez-vous remarqué quelque chose d'autre? Carla marqua une pause avant de répondre. Oui, chaque fois que Mathieu était absent de l'école ou en retard, il semblait encore plus renfermé. Il m'a même dit que ses parents adoptifs utilisaient l'argent qu'ils recevaient pour s'offrir du luxe alors qu'il souffrait de la faim ou était contraint de porter des vêtements usés. Je savais que je devais l'aider, mais je savais aussi que ce serait difficile. C'est alors que je lui ai suggéré de commencer à rassembler des preuves. L'avocat se tourna vers le juge. « Monsieur le juge, j'aimerais présenter les déclarations de Carla, ainsi que les dossiers soumis comme preuve que l'environnement de Mathieu était clairement abusif et négligent. » Le juge, au visage grave, répondit « Les preuves seront acceptées. » À ce moment-là, la tension dans la salle d'audience était palpable. Chaque mot prononcé semblait peser des tonnes. L'histoire de Mathieu se déroulait de manière claire et dévastatrice, démontant la façade soigneusement construite par Rogerio et Patricia. Pourtant, l'avocat de la défense tenta de réagir. « Excusez-moi, monsieur le juge », interrompit-il en se levant. « Avec tout le respect que je vous dois, il est important de considérer que Mathéo pourrait exagérer ou même inventer ses allégations. Après tout, il n'était qu'un enfant, tandis que mes clients avaient des antécédents irréprochables en matière de collaboration avec le système d'adoption. » Le juge s'insurgeait, mais avant qu'il ne puisse réagir, Mathéo s'était levé brusquement, le cœur battant. Tous les regards s'étaient tournés vers lui. « Monsieur Mathéo, » avait dit le juge, surpris, « y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter ?» Mathéo avait ressenti le poids de l'attention de tous dans la salle, mais avec le courage qu'il avait accumulé au fil de ces nuits difficiles, il s'était avancé et avait déclaré d'une voix ferme. « Ils ne me considèrent pas comme un fils. Pour eux, je ne suis qu'un compte en banque. » Un murmure avait parcouru la salle, les mots simples et directs de Mathéo avaient résonné comme un coup porté à chaque personne présente. Rogerio avait frappé la table de la main et tenté de se lever, mais les agents de sécurité l'en avaient empêché. Le juge avait de nouveau levé la main pour demander le silence. Il regardait Mathéo en face. « Vous êtes très courageux, jeune homme. Continuez, s'il vous plaît. » Mathéo avait pris une grande inspiration et avait poursuivi. « Je ne suis peut-être pas adulte, mais je sais faire la différence entre l'amour et l'intérêt, et ce qu'ils font n'est pas de l'amour. Ils mentent, ils crient, ils blessent, et ils ne font semblant d'être de bonnes personnes que lorsque quelqu'un les regarde. Tout ce qu'ils ont fait, c'est tromper les autres et continuer à toucher l'argent qui devrait servir à s'occuper de moi. » C'est alors que Liam, le meilleur ami de Mathéo, avait été appelé à témoigner. Il avait raconté les fois où il avait vu Mathéo avec des marques d'agression, comment Mathéo lui faisait confiance pour lui parler des choses qui se passaient à la maison, et comment il l'avait encouragé à parler à Carla. « Mathéo est fort, mais il ne devrait pas avoir à l'être, » avait déclaré Liam. « Il veut juste être traité comme un garçon normal, et ces gens ne lui ont jamais donné cela. » À chaque nouveau témoin et élément de preuve présenté, Rogerio et Patricia étaient devenus de plus en plus tendus. Ils ne pouvaient plus cacher leur malaise, alors que la vérité se dévoilait devant tout le monde. Lorsque le juge avait demandé une suspension de séance pour délibérer, Mathéo avait eu l'impression que l'air était devenu plus léger. Il était retourné sur le banc à côté de Carla et de Liam, qui lui avaient adressé des sourires encourageants. Bien qu'il fût encore nerveux, il savait qu'il avait fait le bon choix. Maintenant, tout était entre les mains de la justice. Lorsque le juge était revenu au tribunal après la pause, l'atmosphère était tendue. Toutes les personnes présentes attendaient avec impatience la décision, tandis que Mathéo gardait les yeux fixés sur le juge, tenant l'épaule de Carla pour se rassurer. Rogerio et Patricia, quant à eux, étaient pâles, visiblement mal à l'aise. Toute l'assurance qu'ils avaient affichée pendant le procès semblait s'être dissipée. Le juge avait ajusté ses lunettes et regardé Mathéo avant de commencer. Sa voix était ferme, mais teintée d'empathie. Après avoir soigneusement analysé les preuves présentées, y compris les témoignages de Mathéo, Carla, Liam et d'autres personnes impliquées, ainsi que les dossiers financiers et les enregistrements, ce tribunal avait conclu que messieurs Rogerio et Patricia avaient agi de manière négligente, abusive et frauduleuse en ce qui concernait le bien-être de Mathéo. Leurs actions avaient violé non seulement la confiance placée en eux par le système d'adoption, mais surtout les droits fondamentaux d'un enfant qui aurait dû être sous leur responsabilité. Le juge marqua une pause, laissant ses paroles résonner dans la salle. Il se tourna ensuite directement vers Rogerio et Patricia. « Rogerio et Patricia, vos actes sont non seulement moralement répréhensibles, mais aussi criminels. Non seulement vous n'avez pas rempli vos devoirs de parents adoptifs,
mais vous avez utilisé le système à votre avantage en négligeant et en maltraitant Mathéo. Par conséquent, j'ordonne que la garde de Mathéo vous soit immédiatement retirée et que vos droits d'adoption soient définitivement révoqués. En outre, les documents financiers présentés indiquent une violation manifeste des lois relatives à l'utilisation des fonds destinés à la prise en charge des enfants adoptés. Rogerio, vous serez arrêté pour fraude financière et maltraitance d'enfants. Gardez-le en garde à vue. 2 agents s'étaient approchés de Rogerio, qui avait commencé à protester « C'est absurde, c'est un mensonge ». Mais sa voix avait été étouffée par les gardes qui l'avaient menotté et escorté hors de la salle d'audience. Patricia s'était mise à pleurer, mais le juge était resté impassible. Quant à Madame Patricia, sa complicité était tout aussi condamnable. Bien que vous ne soyez pas l'auteur principal des délits financiers, votre négligence a permis les abus. Vous ferez l'objet d'une enquête pour votre participation et ne pourrez plus être tutrice légale d'un enfant. Ce tribunal considère que vos actes sont tout aussi graves. Patricia fondait en larmes, mais personne dans la salle d'audience ne semblait ému. Mathéo observait la scène avec un mélange de soulagement et d'émotion. Pour la première fois, il avait l'impression d'être entendu. Le juge se tourna vers Mathéo. « Mathéo, je tiens à souligner le courage extraordinaire dont vous avez fait preuve en vous levant et en racontant votre histoire. Votre force et votre détermination sont remarquables. Non seulement ce tribunal croit en vous, mais il s'engage à veiller à ce que vous soyez placé dans un environnement sûr et aimant. » Il marqua une pause avant de poursuivre. « Je comprends que des changements comme celui-ci peuvent être difficiles, mais j'espère que vous voyez cela comme le début d'une nouvelle opportunité de construire une vie où vous serez pris en charge et respecté comme vous le méritez. » Carla avait serré l'épaule de Mathéo et murmuré « Tu as réussi, nous sommes tous fiers de toi. » Le juge s'adressa ensuite à Carla. « Professeur Carla, votre dévouement à l'égard de Mathéo et le courage dont vous avez fait preuve en révélant cette situation ont été exemplaires. Le système a besoin de personnes comme vous. Je suis sûre que Mathéo vous sera éternellement reconnaissant de votre soutien. » Carla, émue, avait répondu « C'est lui qui a eu le courage, votre honneur. J'ai simplement fait ce que tout adulte devrait faire. » Le procès avait été ajourné, mais la vie de Mathéo ne faisait que commencer à changer. Après le procès, Mathéo avait été confié temporairement à Carla, le temps que les formalités juridiques soient réglées. Carla et sa famille lui avaient ouvert les portes de leur maison, lui offrant non seulement un toit, mais aussi un foyer. Lors de sa première nuit chez Carla, Mathéo avait été accueilli par un dîner chaleureux. La table était remplie de plats qu'il n'avait jamais imaginé goûter, et la famille de Carla l'avait traité comme s'il faisait déjà partie des siens. Après le dîner, Carla avait montré à Mathéo sa chambre, un espace simple mais confortable avec un lit douillet, une petite bibliothèque remplie de livres et même un tableau blanc où il pouvait dessiner ou écrire. Mathéo était resté dans l'embrasure de la porte, essayant d'assimiler tout cela. C'était tellement différent de ce à quoi il était habitué. Carla avait remarqué son hésitation et lui avait dit en souriant « C'est ta nouvelle maison, Mathéo. Ici, tu es le bienvenu et on s'occupera de toi. » Lentement, Mathéo avait commencé à s'ouvrir. Au fil du temps, il avait réappris à faire confiance, à sourire sans crainte et même à rêver d'un avenir qui lui semblait auparavant impossible. Il avait commencé à exceller à l'école, encouragé par Carla et ses nouveaux camarades de classe. Le courage dont il avait fait preuve en tenant tête à ses agresseurs était devenu une source d'inspiration pour d'autres élèves confrontés à leurs propres difficultés. Des années plus tard, Mathéo se tenait sur scène lors d'une cérémonie de remise des diplômes, sur le point de recevoir son diplôme. En regardant le public, il avait vu Carla et sa famille l'ovationner. Il s'était arrêté, avait respiré profondément et pris le micro. Il y a quelques années, je pensais que la vie ne serait jamais différente, que personne n'entendrait ma voix ou ne croirait en moi. Mais grâce à des personnes qui s'intéressent vraiment à moi, j'ai non seulement été sauvé, mais j'ai aussi eu la chance de repartir à zéro. Aujourd'hui, je veux leur dédier cette réalisation ainsi qu'à tous les enfants qui attendent toujours une voix pour les défendre. Ne cessez jamais de croire que les choses peuvent changer. Le public avait ovationné Mathéo. À sa descente de scène, il savait que le voyage avait été difficile, mais il en était sorti plus fort et plus déterminé. C'est ainsi qu'une histoire qui avait commencé par la souffrance et l'injustice s'était terminée par l'espoir et la promesse d'un avenir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la commenter et de la partager avec vos amis. Des histoires comme celle-ci nous rappellent l'importance de lutter pour la justice et l'humanité. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci.